Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le résumé en avance de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 497, un épisode particulièrement intense, sombre et décisif, qui marque un véritable tournant dans l'intrigue actuelle. Rien ne sera laissé au hasard dans cet épisode. Dès les premières minutes, l'enquête prend une dimension beaucoup plus inquiétante. Une preuve scientifique capitale vient confirmer une vérité dérangeante. Martin était bien présent sur la scène du crime. Ce détail change tout. En un instant, l'adolescent n'est plus seulement un jeune profondément choqué par ce qu'il a vécu, il devient un témoin clé, porteur d'un secret potentiellement mortel. Mais cette vérité, loin de le soulager, l'enferme davantage dans la peur. Une question l'obsède désormais sans relâche, le tueur l'a-t-il vu ? Sait-il qu'il était là ? Et surtout va-t-il chercher à le faire taire ? Face à cette angoisse grandissante, la tension se resserre autour de Martin. Idriss, conscient du danger, tente de convaincre Luna de trouver les mots justes pour l'aider à parler, tout en sachant que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences dramatiques. Car Idriss le sait mieux que quiconque, le tueur n'est pas un fantôme abstrait. Il l'a déjà croisé. Et cette certitude donne à la peur de Martin une dimension bien plus concrète, bien plus inquiétante. Pendant que Martin se replie sur lui-même, l'enquête continue d'avancer, mais elle s'accompagne désormais de doutes troublants. Ariane observe Stanislas d'un œil de plus en plus méfiant. Son aisance à se repérer dans Marseille, sa manière de reconstituer l'itinéraire du tueur, tout cela soulève des interrogations silencieuses. Rien n'est encore dit ouvertement, mais un malaise s'installe, subtil, insidieux, comme si la confiance commençait à se fissurer au cœur même de l'équipe. Au Mistral, l'ambiance n'est guère plus apaisée. Sous couvert de gestion et de rentabilité, des décisions radicales viennent bousculer les habitudes et révéler des fractures profondes. Les tensions montent, les avertissements fusent, et certains choix, en apparence anodins, pourraient bien avoir des répercussions inattendues sur l'équilibre du quartier. Mais l'épisode 497 va encore plus loin. Un drame humain, discret au départ, bascule soudain dans l'horreur, rappelant brutalement que la violence peut frapper là où on l'attend le moins. Ce qui semblait n'être qu'une situation de précarité devient une affaire criminelle glaçante, ajoutant une nouvelle couche de noirceur à un climat déjà lourd. Et puis, sans prévenir, tout s'accélère. Alors que Luna tente d'aider Martin à reprendre contact avec l'extérieur, le danger surgit en pleine rue. Une attaque brutale, soudaine, d'une violence extrême, vient faire voler en éclats les dernières illusions de sécurité. Les cris, la panique, le chaos et ce prénom hurlé, chargé de peur et de désespoir, qui résonnent comme un coup près. Cet épisode 497 est un épisode de rupture. Un épisode où les silences deviennent dangereux, où la peur prend le dessus, et où chaque décision peut coûter très cher. Entre révélations capitales, méfiance grandissante, drames humains et violences à ciel ouvert, Plus belle la vie, encore plus belle plonge dans l'un de ses chapitres les plus sombres et les plus tendus. Installez-vous confortablement, car ce résumé détaillé vous emmène au cœur d'un épisode sous haute tension, où plus rien n'est sous contrôle, et où une seule question reste suspendue, jusqu'où la vérité peut-elle aller sans provoquer le pire ? L'enquête franchit un cap décisif avec une découverte déterminante. Le sang retrouvé sur les chaussures de Martin appartient bien à Slimani. Cette confirmation change immédiatement le statut du jeune homme. Il devient un témoin capital, la preuve irréfutable qu'il se trouvait sur la scène du crime au moment des faits. Une vérité lourde de conséquences, qui fait basculer l'affaire dans une nouvelle dimension. Mais loin d'apporter un soulagement, cette révélation plonge Martin dans une peur encore plus profonde. Il est terrorisé par une idée obsédante, et si le tueur l'avait vu ? Et s'il savait désormais qu'il était là ? La menace lui paraît imminente, presque palpable. Son silence prend alors un tout autre sens, nourri par l'angoisse et la crainte de représailles. Conscient de cette fragilité, Idriss décide d'intervenir autrement. Il tente de parler à Luna afin qu'elle trouve les mots justes pour encourager Martin à s'exprimer. Idriss sait à quel point la situation est délicate. Lui-même a déjà croisé le chemin du tueur, et cette expérience le marque encore. Pour lui, il ne fait aucun doute que si Martin se tait, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais par peur.
Une peur viscérale, celle de provoquer quelqu'un de dangereux. Parallèlement, Stanislas poursuit son travail de terrain. Il confie à Ariane qu'il essaie de reconstituer l'itinéraire emprunté par Slimani après le crime, en retraçant ses déplacements à travers Marseille. Une démarche méthodique, essentielle pour comprendre ses habitudes et anticiper ses prochains mouvements. Cependant, Ariane ne peut s'empêcher de se montrer méfiante. Elle remarque que Stanislas se repère étonnamment bien dans la ville pour quelqu'un qui vient de Lyon. Cette aisance l'interpelle et éveille son sens de l'observation. Stanislas, sans se départir de son calme, lui répond simplement qu'il n'y a rien de compliqué à savoir lire une carte. Derrière cet échange apparemment anodin, un léger malaise s'installe. Tandis que l'enquête avance, les regards se font plus attentifs, les certitudes plus fragiles, et la tension ne cesse de monter. Entre la peur de Martin, la pression de l'enquête et les doutes qui s'installent entre les enquêteurs, la situation devient de plus en plus instable, laissant présager de nouveaux bouleversements à venir. Myrtha est complètement épuisée. Elle a le dos en compote après avoir fait le plein de courses pour Luna. Elle sait que cette dernière ne peut pas s'absenter ni laisser Martin seul, pas dans l'état où il se trouve. Sans hésiter, Myrtha a pris les choses en main, assurant l'intendance pour soulager Luna autant que possible. Ce geste, pourtant simple, traduit une solidarité profonde et une inquiétude bien réelle pour le jeune garçon. La nuit a été particulièrement éprouvante. Myrtha a dormi chez Luna afin de ne pas laisser Martin seul. Mais le repos a été de courte durée. Martin s'est réveillé à 3 reprises, en proie à des cauchemars violents. Chaque réveil était marqué par la peur, la confusion, et cette impression persistante de danger. Même en sécurité, son esprit semble incapable de lâcher prise. Au matin, Martin refuse catégoriquement de sortir de sa chambre. Il se replie sur lui-même, incapable d'affronter le monde extérieur, comme si le simple fait de franchir la porte représentait une menace. Profondément inquiète, Myrtha se confie à Thomas. Elle lui fait part de son angoisse face à l'état de Martin, consciente que ce qu'il traverse va bien au-delà d'une simple frayeur passagère. Elle sent que le traumatisme est profond et que le chemin vers l'apaisement sera long. Son inquiétude est sincère, presque maternelle, nourrie par l'impuissance face à cette souffrance invisible. Dans un autre coin du quartier, une scène plus discrète mais tout aussi révélatrice de la précarité se joue. Un homme prénommé Greg cherche Nisma. Il tombe sur Steve, qui lui apprend que Nisma a quitté Marseille. Déstabilisé, Greg explique alors qu'on lui a volé son duvet, celui que Nisma lui avait donné. Ce détail, en apparence anodin, souligne brutalement la fragilité de sa situation. Touché par son récit, Steve ne reste pas indifférent. Il décide d'appeler l'association afin de lui trouver un duvet pour la nuit. Un geste simple, immédiat, mais essentiel. Dans ce quotidien souvent rude, cette aide ponctuelle devient un véritable soutien, rappelant que, même dans les moments les plus sombres, des élans de solidarité continuent d'exister. Entre traumatisme, inquiétude silencieuse et gestes de compassion, ces événements dessinent un tableau profondément humain, où chacun tente, à sa manière, de protéger, d'aider ou simplement de tenir bon face aux épreuves. Thomas se retrouve à suivre des cours particuliers dispensés par Vanessa. Pourtant, dès le début, la séance tourne court. Thomas n'écoute qu'à moitié, griffonne distraitement sans réellement suivre le raisonnement. Face à cette attitude, il finit par lui reprocher de parler trop vite. Vanessa ne se démonte pas. Elle lui rappelle que l'essentiel n'est pas de tout noter mécaniquement, mais d'écouter attentivement, de comprendre, puis de synthétiser par écrit. Thomas, agacé par ce qu'il juge trop théorique, réclame du concret. Vanessa saisit aussitôt l'occasion. Prenant Thomas au mot, elle lui propose de se retrouver directement au Mistral après le service du midi. Là-bas, elle veut lui montrer la réalité chiffrée, les lignes de compte, les détails précis qui font ou défont la rentabilité d'un établissement. Thomas accepte, convaincu qu'il saura mieux suivre sur le terrain. Au Mistral, Vanessa entre rapidement dans le vif du sujet. Elle explique à Thomas qu'il doit cesser d'offrir des cafés à 2 €, à raison de 6 par jour. Ce geste, qu'il considère anodin et presque convivial, représente en réalité une perte sèche de 4 380 € par an. Le chiffre est sans appel.
Pour Vanessa, ce genre de largesse met en péril l'équilibre financier du bar. La gestion ne laisse pas de place à l'affectif. Jawad, témoin de la scène, intervient aussitôt pour mettre Thomas en garde. Il décrit Vanessa sans détour, la comparant à une hyène. Selon lui, elle n'est pas là pour aider, mais pour imposer ses méthodes, quitte à mettre tout le monde en danger. Son avertissement est clair. Il craint que cette intrusion dans la gestion du Mistral n'entraîne des conséquences bien plus graves que de simples économies sur des cafés. Pendant ce temps, une situation bien plus sombre se déroule ailleurs. Steve se rend au lieu de rendez-vous convenu. Sur place, il découvre Greg, le sans-abri, étendu au sol. Il est tombé. Et il est mort. Le choc est immédiat. L'ambiance bascule brutalement, laissant place à la stupeur et à l'incompréhension. Très vite, Boé décide de prendre la déposition afin de comprendre ce qui s'est passé. Les circonstances de la mort de Greg soulèvent des interrogations. L'intervention de Charlotte, de la Pointe, vient bouleverser les premières hypothèses. Selon elle, Greg n'est pas mort à cause de sa chute. Les éléments observés indiquent qu'il a été étranglé. Cette révélation change radicalement la nature de l'affaire. Ce qui pouvait passer pour un accident tragique devient soudain un crime. Tandis que certains s'affrontent autour de chiffres et de gestion, d'autres se retrouvent plongés au cœur d'une enquête criminelle lourde de conséquences. Les tensions montent, et le Mistral, une fois encore, se retrouve au croisement de destins fragiles, de décisions risquées et de vérités inquiétantes. Thomas applique désormais à la lettre les principes qu'on lui a inculqués. Il prend une décision symbolique mais révélatrice en faisant payer à Gabriel son café à 2 €. Le geste n'est pas anodin. Il lui parle de rentabilité, de gestion, et annonce clairement que l'époque des cafés offerts par la maison est révolue. Cette nouvelle rigueur marque un tournant dans son comportement. Le Mistral ne sera plus un lieu où l'on fonctionne à l'affect, mais un établissement soumis à des règles strictes, même si cela crée quelques tensions au passage. Pendant ce temps, un moment plus doux se dessine autour de Martin. Lucie a pris l'initiative de lui faire passer les cours afin qu'il ne prenne pas de retard. Glissée parmi les documents, une lettre accompagne les devoirs. Une attention simple, discrète, mais profondément touchante. En découvrant ces mots, Martin esquisse enfin un sourire. Un sourire timide, fragile, mais réel. Ce geste lui redonne un peu de légèreté, comme une bouffée d'air dans une période étouffante. Touché, Martin décide d'appeler Lucie. La conversation commence doucement, presque normalement. Puis, porté par l'émotion et la confiance, il lâche une phrase lourde de sens. Il lui confie qu'il a vu 2 hommes se faire tuer. Une révélation brutale, qui en dit long sur ce qu'il garde enfoui depuis son retour. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Luna l'interrompt. Cette interruption stoppe net l'élan de Martin. Le silence retombe, chargé de non-dits et de tensions. Ce qu'il s'apprêtait à révéler dépasse clairement ce qu'il est prêt, ou autorisé, à affronter à cet instant. Entre protection, peur et secret encore trop lourd à porter, la vérité semble toujours tenue, prête à surgir, mais constamment repoussée. Dans ce contraste entre gestion froide, gestes de solidarité et confidences inachevées, l'équilibre reste fragile. Chaque mot compte, chaque silence aussi, et l'ombre de ce que Martin a vu continue de planer, menaçante, sur la suite des événements. Luna décide enfin de sortir avec Martin. Un pas important, presque symbolique, pour tenter de l'aider à reprendre contact avec l'extérieur. Mais rien n'est laissé au hasard. Idriss reste aux aguets, attentif aux moindres détails. Sa vigilance est constante, presque instinctive. Il sait que le danger n'est pas écarté et que Martin reste une cible potentielle. La tension est palpable, même au cœur de la rue, en apparence ordinaire. Tout semble se dérouler normalement, jusqu'à ce que la situation bascule brutalement. Une moto surgit soudainement et leur coupe le chemin. Le temps se suspend. Avant même que quiconque ait le temps de réagir, des coups de feu éclatent. Idriss tente immédiatement de s'interposer. Son seul réflexe est de protéger, de faire écran, de sauver ceux qui sont avec lui. Mais le chaos est total. Les cris, la panique, la confusion envahissent l'espace en quelques secondes à peine.
Quelqu'un est touché. Luna hurle le prénom de Martin. Sa voix est déchirante, saturée de peur. Ce cri laisse peu de place au doute. Tout porte à croire que Martin a été atteint. La scène est d'une violence extrême, imprévisible, et marque un point de rupture irréversible. En un instant, la menace jusque-là diffuse devient une réalité brutale. Ce qui n'était qu'une crainte se transforme en drame. La peur de Martin, les mises en garde, la vigilance d'Idriss, tout prend soudain un sens tragique. Le danger n'était pas imaginaire. Il était là, tapi dans l'ombre, prêt à frapper. Cette attaque en pleine rue fait basculer l'histoire dans une urgence absolue. Plus rien n'est sous contrôle. Les conséquences de cette fusillade vont bouleverser durablement les destins de Luna, Martin et Idriss, laissant planer une question insoutenable. Martin a-t-il payé le prix de son silence? Et voilà où s'achève ce résumé en avance de Plus belle la vie, encore plus belle épisode 497, un épisode qui laisse une impression durable, lourde, presque étouffante. Car rien, dans ce chapitre, n'apporte de véritable apaisement. Bien au contraire. Les silences pèsent plus que les mots, les regards deviennent soupçonneux, et chaque tentative de protection semble arriver trop tard. Martin, enfermé dans sa peur, paie déjà le prix d'une vérité qu'il n'est pas prêt à affronter. Autour de lui, Luna lutte entre instinct maternel et impuissance, tandis qu'Idriss comprend douloureusement que le danger n'était pas une simple hypothèse, mais une menace bien réelle, prête à frapper au grand jour. Cette attaque en pleine rue marque un point de non-retour. Elle transforme l'angoisse diffuse en urgence absolue. Désormais, plus personne n'est à l'abri. L'enquête change de rythme, les priorités basculent, et les conséquences de cette violence vont forcément se répercuter sur tous les personnages impliqués, de près comme de loin. En parallèle, les doutes qui s'installent entre les enquêteurs, les tensions au Mistral et les drames plus discrets mais tout aussi tragiques rappellent une chose essentielle: au Mistral, les destins sont intimement liés. Une décision apparemment anodine peut déclencher une réaction en chaîne aux effets dévastateurs. Et parfois, il suffit d'un silence de trop pour que tout s'effondre. La question reste désormais entière. Martin a-t-il payé le prix de ce qu'il a vu? Le tueur a-t-il définitivement repris l'avantage? Et jusqu'où cette spirale de violence et de méfiance va-t-elle entraîner le quartier? Si ce résumé vous a aidé à y voir plus clair dans cet épisode sous haute tension, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à partager la vidéo et à laisser votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite, car après un épisode comme celui-ci, une chose est certaine: Plus belle la vie, encore plus belle n'a pas fini de nous surprendre ni de nous bouleverser.